Bien, je vais commencer juste à introduire pour laisser le maximum de temps. Hein. On a 1 heure à passer ensemble. Donc, bonjour à tous les participants arrivés et bonjour à tous ceux qui vont arriver. Aujourd'hui, l'agro-webinaire de ce mardi porte sur la transition agroécologique du vignoble. Et donc, on a le plaisir d'avoir trois intervenants à ce webinaire. Et là, c'est le profil idéal de nos webinaires avec un chercheur, un agriculteur, un viticulteur et un enseignant. Et donc le Francis Macary, qui est chercheur à INRAE, Benoît Vinet, qui est viticulteur dans le Bordelais, et Jean-Philippe Roby, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. Et donc, avant de démarrer, je voulais juste préciser que ce webinaire donc, est dans un format avec intervenants et participants. Et donc, évidemment, l'interactivité est importante pour nous. Donc, il y a 2 possibilités sur la plateforme d'interaction avec les animateurs et les intervenants. D'une part, vous avez la rubrique chat qui permet, en cas de problème technique ou si vous voulez si vous voulez avoir un échange avec un intervenant, mais sans poser de questions, vous utilisez à ce moment-là le chat. Par contre, pour suivre les questions, si vous avez envie de poser des questions, et ça nous le souhaitons, qu'il y ait des questions aux intervenants, donc là, vous choisissez la rubrique Q et R. Au fur et à mesure, nous allons suivre les questions qui arrivent et quand les 3 intervenants auront présenté leur témoignage, eh bien, on pourra ensuite avoir ce moment de questions-réponses. Voilà, donc je laisse la parole du coup à Francis Macary qui va peut-être se représenter, introduire et partager son écran pour son diaporama. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Francis, tu as la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ainsi que l'a indiqué Philippe, dans cette première phase de présentation, nous aurons 3 voix. Donc, je vais introduire un petit peu le sujet de la transition agroécologique et présenter un cas sur l'évaluation des performances environnementales et socio-économiques de systèmes viticoles agroécologiques. Donc là, on est bien en viticulture. Benoît Vinet, ensuite, présentera son témoignage de viticulteur dans le Bordelais. Et puis, donc, Jean-Philippe Roby, effectivement, montrera un petit peu ce que l'enseignement supérieur aujourd'hui a fait pour adapter tous ces programmes, et notamment à Bordeaux Sciences Agro. OK, donc très rapidement, le contexte, bon là, on connaît ces éléments. Le vignoble français représente à peu près 3% de la surface agricole utilisée et mobilise 20% du tonnage global des produits phytosanitaires, avec un impact évidemment négatif très connu de ces molécules, notamment les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens, à la fois sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors, les politiques publiques depuis un certain temps, notamment la mise en œuvre du plan Ecophyto en 2008, effectivement des actions très incitatives pour réduire notamment cette pression, mais pour l'heure, effectivement, les effets sont nettement insuffisants, en dehors des fermes notamment expérimentales et de certains réseaux qui présentent quelques résultats, mais à l'échelle du territoire, effectivement, il manque encore beaucoup de résultats, d'où l'idée, effectivement, de changer de mode d'information à quelque part et de propagation de l'information. Un autre élément qui est vraiment très important à prendre en compte, c'est en fait l'opinion publique qui est de plus en plus revendicative pour une orientation vers un modèle de production à la fois plus respectueux de la santé humaine, animale et environnementale. C'est ce qu'on appelle donc le schéma One Health. Et ça, effectivement, c'est une montée en puissance qui est extrêmement forte, d'où l'idée d'évoluer vers des systèmes viticoles qui soient durables et à la fois novateurs, et dans lesquels, du coup, l'écologie fonctionnelle soit parfaitement intégrée dans l'acte de production. Donc, ce sont les bases là, de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, il existe de multiples définitions, donc on ne va pas se lancer dans ce débat. Ici, ce n'est pas trop le sujet, mais néanmoins, il est important de rappeler, par exemple, la synthèse de la FAO en 2018,
qui correspond d'ailleurs assez bien à la présentation de ce webinaire, à savoir que l'agroécologie, c'est à la fois une discipline scientifique, un ensemble de pratiques et un mouvement social. C'est ce dernier point qui est particulièrement important à l'égard des autres modes de production. Donc, en fait, c'est une démarche tout à fait intégrée et qui applique à la fois des concepts et des principes écologiques et sociaux dans la gestion et la constitution des agro-écosystèmes. Alors, en matière de transition agroécologique, je me suis inspiré tout simplement du dictionnaire en agroécologie, Laurent Hazard et les collègues, qui présente en fait les principes de l'agroécologie sur trois piliers principalement. D'une part, la création, la mobilisation des savoirs issus de l'agroécologie. Alors ces savoirs, ce sont à la fois des savoirs scientifiques, mais aussi des savoirs empiriques, c'est-à-dire en fait les savoirs du terrain, le savoir-faire des viticulteurs qui existent, mais qu'on a du mal effectivement à rassembler, ou la dynamique nécessaire dans cette voie. Le deuxième point, c'est l'engagement des acteurs. Alors, les acteurs, ce sont les viticulteurs eux-mêmes et les différents conseillers pour une adaptation donc, au niveau des territoires. Et enfin, la territorialisation de l'agriculture. Alors là, pour le coup, c'est la connexion entre les producteurs et les consommateurs et ce lien social qui est effectivement nécessaire, eu égard notamment à ce que je viens de dire précédemment sur les enjeux de société. Alors, si on présente d'une façon un petit peu schématique l'approche globale, puisque c'est bien le cas de l'agroécosystème viticole en agroécologie, on a bien évidemment le souhait, comme dans tout système d'ailleurs, d'avoir une production de qualité et qui soit rentable, donc d'adapter un système de conduite à ce mode de production, à commencer par le matériel végétal au niveau du terroir et des pratiques qui vont à la fois respecter les écosystèmes au niveau des sols, au niveau des eaux, aux surfaces ou souterraines. La biodiversité, bien évidemment, qui est au cœur même d'un acte de production. Et puis, évidemment, optimiser au maximum la pression phytosanitaire avec une absence totale des molécules à risque, et moi je dirais même des molécules à problème avéré, donc les CMR, les perturbateurs endocriniens, de façon à respecter la santé humaine d'apport des utilisateurs, ce sont les risques les plus marquants, et puis évidemment des différentes populations riveraines, avec une connexion qui reste très forte au niveau donc, de toute la filière vitivinicole, et puis, ce que je disais précédemment, des relations sociales avec les consommateurs. Le lien ensuite avec la recherche, l'enseignement agricole est particulièrement marqué dans ce mode de production, d'une part parce que, comme je disais, c'est tout à fait novateur, et d'autre part parce qu'il est nécessaire à la fois de s'inspirer de pratiques qui existent déjà sur le terrain, de les valoriser, de les analyser de façon à pouvoir ensuite mieux les valoriser sur le territoire, le tout sous l'action évidemment des politiques totalement incitatives. Alors, voici quelques exemples sur le terrain, dont un certain nombre d'ailleurs seront mieux illustrés par Benoît tout à l'heure, puisqu'il reconnaîtra effectivement son propre paysage viticole, donc avec effectivement une biodiversité végétale, animale qui est au cœur des enjeux de la production, une lutte biologique effectivement de la même façon, et puis la notion de paysage diversifié. Donc là, effectivement, on étend le regard au-delà de sa propre exploitation, de façon à intégrer l'écosystème dans sa globalité. Alors maintenant, est-ce que effectivement les systèmes agroécologiques peuvent être rentables? Ben, oui, tout à fait. D'ailleurs, je rappelle multiples études, dont une étude menée par France Stratégie il y a très peu de temps, un webinaire d'ailleurs la semaine dernière, qui a bien marqué effectivement l'intérêt de ces approches-là, à la fois sur un plan environnemental et puis socio-économique. Et c'est ce que nous avons fait au plan local, sur le Bordelais, dans le cadre d'un projet de recherche intégrateur qui s'appelle Phytocote, où on a travaillé sur l'usage des produits phytosanitaires dans tous les agrosystèmes
viticole, avec un transfert impact potentiel sur les écosystèmes, et puis un effet des changements de pratique. Alors, le focus très rapide que je vais faire aujourd'hui, c'est évidemment sur les changements de pratique, et notamment sur l'approche agroécologique, par le biais d'une approche multicritère. Donc, on a déterminé avec les professionnels les principaux critères, il ne s'agit pas de tous les avoir ici, mais les principaux critères environnementaux et socio-économiques qui permettent d'orienter le choix des différents systèmes. Donc, on a fait une évaluation de la performance globale d'une quarantaine de systèmes viticoles existants, et à partir de ça, en fait, on a identifié des bonnes pratiques qui existent déjà dans toute la zone d'étude. Donc, on n'a rien inventé, ce n'est pas l'idée, on est parti sur des cas très concrets. Et on a construit 3 scénarios. Donc, un scénario dit conventionnel optimisé, en considérant que tout le monde n'irait peut-être pas effectivement vers une approche totalement intégrative. Un scénario agroécologique, pas forcément en mode biologique, et un scénario en mode agroécologique bio, en tenant compte donc de toutes les contraintes réglementaires et sociétales. Donc, on a évalué un niveau de performance pour chacun des 7 critères mobilisés. Donc là, bien sûr, je suis obligé de passer très rapidement, mais en fait, à chaque fois, on a indiqué très clairement ce que signifiaient les performances fortes, très fortes, moyennes, faibles, sur ces 7 critères, comme on le voit ici, dont 3 critères socio-économiques, avec des poids, et qu'on a attribués de la même façon. Donc, la rentabilité économique, qui est évidemment le critère malgré tout prépondérant, la charge de travail et la complexité du système. Et dans les critères environnementaux, on a la pression phytosanitaire, le risque d'écotoxicité des produits, qui a été mesuré donc à l'échelle de chaque système, les pratiques agro-environnementales, agroécologiques et la qualité de la pulvérisation, non pas par rapport à l'efficacité sur le produit, mais surtout par rapport à l'environnement. Donc là, on va direct au résultat. Donc, on s'aperçoit que dans les performances très fortes, on retrouve en fait les 2 systèmes en mode agroécologique. Donc, je rappelle, en tenant compte de tous ces critères-là, environnementaux, socio-économiques. Et le 3e en vert, c'est une exploitation donc, qui est déjà en mode agroécologique, biologique. On voit ensuite que dans les performances fortes, on retrouve le système modélisé au maximum, donc en conventionnel optimal, mais à un degré effectivement moindre par rapport au groupe précédent, et puis essentiellement des exploitations en mode biologique, voire en mode certifié environnemental. Alors, bon, l'ensemble de ces travaux, pour les personnes qui seraient intéressées et qui voudraient en savoir plus, puisqu'on n'a pas le temps de s'étendre, ce n'est pas l'objectif non plus, ont été récemment publiés dans ce document qui figurera donc sur le PowerPoint. Donc, en fait, la conclusion de cette partie recherche très rapide, c'est qu'on peut effectivement avoir des systèmes agroécologiques qui sont performants et que ce n'est pas facile en revanche, mais pour le coup, il y a toute une démarche d'accompagnement donc, qui doit être mise en œuvre. Et là, je vais laisser la main à Benoît, qui va donc traiter ses choix avec son épouse dans le monde Merci de Francis de couper ton. Merci Francis de couper ton son. Pas de couper ton son, pardon, d'arrêter le partage pour que Benoît puisse mettre son diaporama. Voilà. J'ai essayé de respecter le timing. Très bien, merci beaucoup Francis pour cette introduction très riche. Il y a un certain nombre de questions que tu peux regarder pour que tu puisses commencer à te préparer et y répondre. Et Benoît va nous montrer l'application concrète de ces scénarios. Donc, à vous Benoît. Merci, bonjour à tous. Je suis vigneron dans le Nord-les-Bournais, sur un petit domaine qu'on a créé il y a une vingtaine d'années. Et donc, ce vignoble, on l'a voulu donc en adéquation avec son environnement. Nous étions en bio et on s'est entouré de personnes, principalement du milieu naturaliste, qui ont fait
un point dans le sens où Oui, peut-être on va faire ça, mais Francis, s'il appelle Benoît. Jean-Philippe, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la première, entre l'intervention de Benoît et la tienne, ou est-ce que tu peux intervenir maintenant sur la façon dont tu intègres la transition agroécologique, sachant que vous avez votre expérience aussi dans votre vignoble? Je peux intervenir. Si Oui, tu on le va faire souhaites ça pour maintenant. qu'ils reviennent tranquillement, effectivement. Qu'ils reviennent, oui. Hein, donc, tu mets ton diaporama. Et je vais partager mon écran. Excusez-nous, là, petit souci technique de bande passante à mon avis. Le Bordelais peut être pour certains éloigné des bornes Wi-Fi ou des... Voilà, donc on va avoir le point de vue d'un enseignant-chercheur qui en même temps connaît bien les questions de production, puisque il y a le domaine UCHEAL qui, je crois, est également en transition agroécologique depuis plusieurs années. Donc, je laisse la parole à Jean-Philippe. Exactement. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter en quelques diapositives comment, au sein d'une école, mais c'est le cas de beaucoup d'écoles de viticulture ou d'agronomie, de manière plus générale, on a intégré cette transition agroécologique dans l'enseignement supérieur en particulier. Alors, je prendrai l'exemple de Bordeaux Sciences Agro et je démarrerai par un bref rappel du contexte historique. Alors, cette transition agroécologique, je dirais que c'est une nécessité qui s'accentue aujourd'hui. Mais si on veut bien se rappeler, dès la fin des années 90, la lutte raisonnée, puis le concept de production intégrée a largement été étudié et je dirais développé au vignoble. Je rappellerai les premiers travaux de Martin Van Helden à Bordeaux Sciences Agro en agroécologie. Il date de 98. Donc je crois que l'enseignement supérieur a très rapidement pris en compte et mis en œuvre l'agroécologie, à la fois dans ses études scientifiques, mais aussi dans ses enseignements. Je citerai en particulier toutes les études sur la biodiversité, et en particulier la biodiversité fonctionnelle, l'étude de l'implantation des haies, la sélection des essences qui composent ces haies et qui peuvent héberger des auxiliaires de la viticulture, les travaux menés par l'équipe de Martin Van Helden sur l'enherbement et bien évidemment l'identification et la caractérisation des écosystèmes des auxiliaires. Donc je dirais que ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que ces travaux de recherche ont été largement intégrés dans les enseignements des écoles d'agronomie ou particulièrement à Bordeaux Sciences Agro. Les études paysagères, donc changement d'échelle, je veux dire de la parcelle, l'environnement de la parcelle au paysage de la petite région viticole, elles ont débuté il y a aussi un peu plus de 20 ans. Ce concept aujourd'hui est au cœur des réflexions et des appellations en particulier. Et les enseignements sur cette notion de paysage et les fonctions de ce paysage sur l'outil de production viticole, ils ont été intégrés dans une discipline qui mettait à la fois les concepteurs architectes paysagers, je pense à l'école d'architecture de Bordeaux, et je dirais les paysagers agricoles ou viticoles de Bordeaux Sciences Agro. Donc cette interdisciplinarité sur les études paysagères qui sont nécessaires aujourd'hui, elle date d'un petit peu plus de 20 ans. Bien évidemment, les cours d'agronomie, je pense dans toutes les écoles d'agronomie et dans les lycées viticoles qui forment les techniciens supérieurs
notre filière. Je dirais que le virage a été pris dans les années 2000 à 2010. Donc, cette démarche scientifique et pédagogique, qui était extrêmement moderne il y a plus de 20 ans, il ne faut pas oublier qu'elle était décriée, et, en particulier par des scientifiques qui s'inscrivaient toujours dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien modèle, mais qui était d'actualité il y a 20 ans. Fort heureusement, l'INRAE aujourd'hui a pris un virage très net, mais un petit peu tardivement, pour intégrer ces approches. Et aujourd'hui, on voit un petit peu partout sur le territoire des équipes travailler en agroécologie, ce qui est bien évidemment extrêmement positif. Alors, je me suis amusé à faire un petit état des lieux de ce qui était fait à Bordeaux Sciences Agro, ce qui est simplement là à titre d'exemple, dans le tronc commun de l'ingénieur agronome. L'agroécologie, elle est abordée dans les cours d'écophysiologie, dans l'unité écologie des interactions biotiques, l'unité fonctionnement et conduite des agrosystèmes. L'agroécologie est au cœur de la réflexion dans les systèmes innovants et en particulier sur les systèmes responsables et durables. Dans le module stratégie d'entreprise, bien évidemment, la responsabilité sociale et économique de l'entreprise est abordée avec ces notions de durabilité et d'agroécologie. Un module maintenant offert en anglais, puisque nous avons de larges publics internationaux dans les écoles d'agronomie et dans les écoles de viticulture, bien évidemment, beaucoup d'étudiants étrangers qui peuvent accéder à des modules comme Agriculture and Global Change. Le changement, et en particulier le changement climatique, fait l'objet aujourd'hui d'un module qui va être diffusé auprès de nos étudiants de tronc commun, mais aussi dans la spécialisation viticulture œnologie. Un autre module en anglais qui s'appelle Agriculture and Water Management, qui précise le cycle de l'eau, intègre bien évidemment les travaux du GIEC et s'interroge justement sur les systèmes de production actuels et leur nécessaire adaptation au changement climatique que nous connaissons. Il existe aussi un module sur la biodiversité des sols. Et aujourd'hui, je dirais qu'en recherche, c'est quelque chose qui est largement étudié, à Bordeaux comme dans d'autres unités, en particulier autour de la rhizosphère et du microbiome autour de la rhizosphère. L'agroforesterie, alors je pense que notre viticulteur va en parler quand il exposera ces diapositives sur son exploitation. L'agroforesterie est quelque chose qui est largement étudié aujourd'hui et qui fait l'objet d'un module autour de la plantation d'arbres, mais aussi l'intégration de haies dans la production viticole. Et enfin, je dirais que le dernier module qui intègre parfaitement l'agroécologie dans les systèmes de production viticole, c'est celui de la gestion agroécologique, de la nutrition hydrique et minérale des cultures. Donc, si on fait un bilan de ces heures, c'est dans une spécialisation qui est celle de viticulture œnologie, il y a 49 heures qui sont dédiées à l'agroécologie et hors tronc commun. Et aujourd'hui, l'équipe réfléchit avec l'Université de Bordeaux, et en particulier son ex-faculté d'œnologie, la construction d'un projet de module Vitibio. Donc ça, c'est quelque chose de récent qui n'est pas encore mis en œuvre, mais qui est en voie d'achèvement pour 2021. Et je dirais que dans l'ensemble des formations, et que ce soit au niveau des masters, des ingénieurs ou de la formation continue, l'agroécologie est en fait intégrée dans chaque module viticole.
Même si ça n'est pas affiché quand on parle du matériel végétal, quand on parle du sol, quand on parle du climat, bien évidemment, je dirais que comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les enseignants aujourd'hui font de l'agroécologie sans forcément l'identifier. Alors, on a parlé du château Luchéal, qui est l'exploitation viticole qui appartient à Bordeaux Sciences Agro, qu'on a acheté en 1999 et commencé à implanter en 2000. C'est une exploitation donc, dans l'appellation d'origine contrôlée Pessac-Léognan, qui est menée en agroécologie depuis 2012. Bien évidemment, je vous ai parlé des travaux de Martin Van Helden et dès sa plantation en 2000, des haies ont été intégrées. Nous avons gardé des bosquets, bien évidemment, en périphérie du vignoble. Je rappelle que Pessac-Léognan est l'appellation en France la plus urbaine. C'est-à-dire que c'est un vignoble mité qui vient vraiment au cœur de la ville de Bordeaux et le château Luchéal est au cœur de la ville de Bordeaux. Alors, on parlait de la relation aussi, et Francis l'évoquait, entre consommateurs ou usagers du territoire et producteurs. Il se trouve qu'au château Luchéal, l'ensemble des riverains peut aller se promener, ils peuvent aller se promener tous les jours de la semaine, alors que nous sommes l'outil de production. Une signalétique a été mise en œuvre pour avertir des traitements, communiquer sur la nature de ces traitements et justement sur l'agroécologie qui permet d'assurer la production et aussi la sécurité des riverains dans l'exploitation. Alors bien évidemment, il n'y a plus d'herbicides utilisés, pas de CMR, pas de perturbateurs endocriniens depuis 2014. Et aujourd'hui, cette exploitation est l'objet d'un DigiLab, c'est-à-dire que c'est un vignoble de production qui est mis à disposition des entreprises pour travailler essentiellement sur des nouvelles technologies et pour s'inscrire véritablement en viticulture de précision. Je terminerai avec des indicateurs simplement pour concrétiser cet état des lieux. Aujourd'hui, à Bordeaux Sciences Agro, c'est 264 heures que j'ai compté dans le tronc commun et la spécialisation Vitiono qui était dédiée à l'agroécologie en 3 ans d'études. Les choix de stage de première année, c'est-à-dire les jeunes étudiants qui arrivent à l'école ou qui arrivent dans les écoles d'agronomie, aujourd'hui, ils se tournent préférentiellement vers des exploitations en agroécologie. Et ça, c'est un virage qui a été pris il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que le grand cru classé, le cru fameux qui intéressait nos étudiants il y a 10 ou 15 ans, il a été supplanté aujourd'hui par des domaines qui s'inscrivent de manière forte en agroécologie. Les objectifs de carrière des étudiants évoluent et suivent exactement cette même dynamique. C'est là où je vois le principal changement. Et puis, je terminerai en disant qu'à Bordeaux Sciences Agro, nous sommes en train de rédiger un projet de chaire d'entreprise sur l'agriculture biologique, qui associerait à la fois la formation, les équipes de recherche de l'ISVG notamment, et de transfert, avec nos cellules de transfert, bien évidemment avec l'ensemble des acteurs économiques de la filière bio en France et en Aquitaine, et Bordeaux Sciences Agro. En conclusion, je dirais que fort heureusement, aujourd'hui, mais déjà depuis 20 ans, il y a une large part de l'enseignement qui est dédié à l'agroécologie. Et à l'échelle de la parcelle jusqu'au territoire, j'ai inclus bien évidemment dans ce décompte toutes les approches socio-territoriales qui associent les acteurs du territoire, mais aussi les consommateurs, les circuits courts de valorisation de nos produits viticoles. Je dirais que c'est au cœur de notre réflexion stratégique de Bordeaux Sciences Agro. Et
l'agroécologie est un des 4 axes fondamentaux de notre futur plan stratégique. Merci Jean-Philippe. Si tu peux enlever ton diaporama pour que Benoît puisse… Merci de votre attention et j'arrête le partage d'écran. Oui, excuse-moi, mais comme on a beaucoup de questions, je suis obligé d'accélérer un peu le mouvement. Et donc, enlève ton diaporama. Je pensais l'avoir fait et là, voilà. Ça sera mieux. Voilà, donc Benoît, on vous reprend. Donc, voilà. C'est bon, vous l'avez? C'est bon, mettez en mode diaporama et puis voilà, vous pouvez reprendre et on vous écoute attentivement. C'est ma dernière chance. Alors, voilà, ça y est. Voilà, je disais donc que oui, on a choisi de créer un vignoble le plus possible en harmonie avec son environnement et bien sûr en prenant tous les critères écosystémiques et pour une meilleure santé de notre environnement et de la santé humaine aussi. Après avoir travaillé avec ces naturalistes, on a mis beaucoup de choses en place sur le vignoble et on est devenu aussi sujet d'études pendant 3 ans avec un certain nombre de centres de recherche, de l'INRA, l'IFB, le Centre d'études spatiales de la biosphère. Et tout ça a fait que ça nous a fait encore réfléchir, évoluer dans nos pratiques et que l'on a mis en place. Je passe à la suivante. Voilà, donc là, vous avez le vignoble, 8 hectares. Donc la première étape pour nous, ça a été de replanter des haies tout le tour. Bon, il y a une partie boisée déjà, mais vous pouvez apercevoir donc tout le tour, là, les traits verts, ce sont des haies. Et ensuite, on a intégré des arbres dans la vigne. Alors, la vigne étant déjà existante, on a vraiment mis l'arbre dans le rang de vigne. Et l'arbre avait son importance pour principalement ceux qui étudient les chauves-souris qui disaient oui, mais la chauve-souris a vraiment besoin de relief pour se déplacer. Donc, les rangs faisant 200 mètres, ça ne suffisait pas, il fallait plus de relief. Donc, l'arbre est pour elle vraiment un repère pour pouvoir bien chasser sur le vignoble. Et là-dessus, en travaillant avec le Centre d'études spatiales de la biosphère, là, on a pu voir que si on voulait aussi avoir un effet climatique, il fallait quand même un certain nombre d'arbres. Donc, de 2008 à 2019, on est passé on a planté jusqu'à 570 arbres, donc aujourd'hui sur les 8 hectares. Ensuite, on a changé nos pratiques d'enherbement. On ne laboure plus, on limite au maximum et on limite aussi les tontes de l'interrang, de manière à avoir un maximum de fleurs pour la biodiversité, un maximum de graines pour alimenter toute la faune qu'on aura accueillie et aussi de créer une paille de qualité qui va recouvrir le sol. Donc seul le dessous du rang est légèrement travaillé avec des lames interceptes. Ensuite, on a fait donc tout un tas d'aménagements pour la biodiversité. Alors bon, vous allez avoir des nichoirs, des maisons à hérissons, tout ça. Donc il faut savoir que les oiseaux sont opportunistes, il n'y a pas de problème. Si vous leur mettez de quoi faire leur nid, ils viendront les occuper. Mais ce qui était très important, je pense, c'est aussi tout l'état de branchage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les branches que l'on peut couper, on les entasse. Et ça, c'est bon pour tout ce qui va être les reptiles, les hérissons. Vous avez des oiseaux aussi qui vont faire leur nid là-dedans. Donc, ne brûlons plus nos branches et au contraire, entassons-les. Ensuite, il manque une chose, c'est l'eau, bien souvent. Donc, on a créé des zones humides, donc différentes mares
Donc une mare en plein soleil, vous avez des mares en limite de bois et une mare en plein dans la forêt. Et à chaque fois, vous allez avoir un biotope différent et qui va être complémentaire. Voilà. Et donc, on a vraiment vu un changement conséquent de la biodiversité et la vie qui est vraiment revenue dans la vigne au niveau de toute la faune qu'on puisse imaginer. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais passer rapidement. Hein, donc, donc, les haies sont favorables donc, pour tous nos auxiliaires, hein, ça ne faut pas l'oublier. La majorité font leur cycle en dehors de la vigne. Ensuite, les arbres que nous avons plantés, vous avez 3/4 de fruitiers, 1/4 de feuillus. Les feuillus, toujours pour plus de biodiversité, et la majorité seront taillés en trognes, qui sont de vrais puits à biodiversité. Trognes très têtards, hein, ça dépend des régions. Ensuite, les fruitiers, donc on retrouve de nombreuses variétés, et aujourd'hui on commence à avoir une nouvelle production complémentaire à la vigne sans défavoriser le rendement. Voilà. Au niveau des couverts végétaux, on a un petit peu de tout. On a fait de l'enherbement tout à fait naturel, et on a fait aussi des semis et des semis directs à travers le paillage. Les aménagements, donc pour la biodiversité, des nichoirs, bon ça c'est facile à faire, facile à mettre en œuvre, et surtout, je répète que les branchages et la non-tonte est aussi un havre de paix pour la faune, puisqu'elle elle reste facilement dans les grandes herbes, alors que si c'est tendu comme une pelouse, elle ne sera pas présente. Et voilà, et donc pour nous, c'est un véritable terrain d'échange. Oui, on regroupe beaucoup d'expériences. Aujourd'hui, les consommateurs sont très attentifs à ce que nous mettons en place, et aussi, bien sûr, la recherche, et comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, disons les étudiants sont très très demandeurs. Voilà, ça c'est vrai. Là, on a vraiment on est très très sollicité sur ce point-là. Voilà. Je rends la parole pour les questions, peut-être. Très bien, merci Benoît, merci beaucoup pour ce témoignage concret de praticien. Donc effectivement, on a 20 minutes malgré tout, malgré nos petits problèmes techniques, pour pouvoir répondre aux questions. Francis, tu peux remettre ta caméra et ton son. Donc il y a évidemment des questions qui tournent sur l'agroécologie et la compatibilité avec les AOC, les AOP. Francis, tu pourrais proposer de répondre sur ce sujet-là. Est-ce que l'agroécologie n'est pas un peu bloquée par le problème des AOC, en particulier sur ces questions de choix des variétés, des cépages, et au-delà sur les possibilités d'avoir des nouveaux cépages de type cépages résistants, etc. Donc, tu voulais répondre là-dessus? Tu peux répondre? Oui, tout à fait. Aristide, pour la caméra, c'est toi qui gères éventuellement. Je suis bloqué. Je vais le faire. Normalement, vous avez une demande et concernant la question des AOP, alors, un certain nombre de producteurs, donc Benoît vient de l'indiquer, en agroécologie, sont déjà dans un label, par exemple, biologique. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques qui vont un peu au-delà du modèle donc, biologique. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on puisse se dire qu'il y a un blocage au niveau des différentes certifications. L'agroécologie, en fait, en soi, comme je le disais, n'a pas de définition très précise. C'est simplement un ensemble de concepts, un ensemble de méthodes où on essaye surtout de mettre au cœur de la production
les différents écosystèmes. Alors, la valorisation se fait le plus souvent en circuit direct d'ailleurs, pour les producteurs qui soient d'ailleurs en mode bio ou pas, l'un n'empêche pas l'autre, mais il n'y a pas de blocage au niveau véritablement des appellations. Alors, il y a peut-être la question des cépages résistants, mais Jean-Philippe sera mieux placé que moi pour en parler tout à l'heure. Là, effectivement, pour le moment, il y a un certain blocage des appellations, mais pour toutes les autres pratiques, de mon point de vue, je ne pense pas, et d'ailleurs Benoît l'a bien illustré dans ces exemples, on peut effectivement adopter au contraire des nouvelles pratiques qui ne posent pas souci dans les cahiers des appellations. Jean-Philippe, tu veux compléter ou Benoît, vous voulez compléter? Oui, je veux bien compléter. Je crois qu'il n'y a pas de blocage au sein des appellations. Je pense que l'INAO joue tout simplement son rôle. On a confié cette mission de pérenniser ces territoires, cette typicité qu'il y a dans nos différents vignobles en France et en Europe. Mais je dirais que les règles du jeu, elles sont faites par les viticulteurs eux-mêmes. Et on voit les appellations évoluer de 1937 à nos jours régulièrement par l'introduction de cépages nouveaux, de porte-greffes, etc., de conditions de production nouvelles, parce qu'on les considère comme étant parfaitement intégrés dans l'appellation et allant vers le mieux. Alors si aujourd'hui, je pense que nous nous rendons tous compte qu'une démarche agroécologique apporte un plus ou un mieux aux produits de l'appellation, il n'y a aucune raison que l'INAO fasse barrière pour cette évolution, et elle l'a montré largement depuis ces 50 dernières années. On voit des exemples, alors on parlait de cépages résistants ou de nouveaux cépages, peu importe. Le réchauffement climatique nous interroge sur l'adaptation du matériel végétal, viticole, à nos terroirs. Alors forcément, nos terroirs évoluent puisque le climat évolue. Certains cépages ne sont peut-être plus tout à fait à leur place, du moins dans les millésimes les plus chauds ou les plus secs. D'autres cépages pourraient venir intégrer les appellations. Alors aujourd'hui, l'INAO accepte à titre expérimental, dans une première phase, l'introduction de cépages nouveaux. Donc, bien évidemment, ces cépages résistants, parce que c'est ça la question première, et je crois qu'il y avait une question à laquelle je voulais répondre sur les cépages résistants, qui était le développement de l'agroécologie en vignoble passe-t-il par les cépages résistants? Bon, je vais répondre non, pas que. Les cépages résistants sont un élément de réponse, mais dans un système beaucoup plus complexe. Le développement de l'agroécologie passe par cette notion, tout simplement, agronomique, qui est la production intégrée, la réflexion sur l'adaptation du matériel végétal, des conditions de culture à l'environnement. La gestion de la vigueur, du régime hydrique, de l'azote en particulier, sont des éléments clés pour éviter que la plante devienne trop sensible aux bioagresseurs. Et je pense que ça, c'est le cœur de la réflexion de l'agroécologie, c'est éviter la sensibilité de nos vignobles aux bioagresseurs. Les cépages résistants ou tolérants aux grandes maladies cryptogamiques ne sont qu'un élément de réponse. C'est le cœur de la réflexion. Il y a quand même plusieurs questions aussi autour de l'usage de la bouillie bordelaise. Et donc, ça peut être en lien avec les cépages résistants. Le fait que, même en bio, on est encore obligé d'utiliser beaucoup de bouillie bordelaise. Alors, est-ce que l'agroforesterie limite le besoin de bouillie bordelaise, Benoît? Non, pas du tout, hein, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut mettre en avant, c'est quand même, on protège notre matière organique, on augmente notre taux de matière organique, et même si, le cuivre n'est pas une fin en soi, hein, du tout, ça, bien conscient de cela,
la bio permet de maintenir, disons, grâce à la matière organique, au complexe argilo-humique, de stabiliser le cuivre. Tandis que lorsque vous mettez du cuivre sur une matière organique qui est en train de se dégrader, ce cuivre est libéré et va directement dans les eaux. Donc, quelque part, aujourd'hui, l'agriculture bio, du moment où on produit de la matière organique, on a un taux de matière organique qui est stable ou qui augmente, on libère, disons, le cuivre est mieux stabilisé. Après, je suis d'accord, il faut trouver, j'espère, dans les années à venir, une alternative plus intéressante que le cuivre. Le cuivre, il est surtout problématique au moment de sa production, disons, au niveau des carrières, où il y a des pollutions qui sont énormes, et ce n'est pas forcément la pollution que nous, on a aujourd'hui dans nos sols qui pose réellement le plus gros souci, à mon avis. Voilà. Du moment où on a des sols vivants, hein, bien sûr. Là-dessus, je bien sur le mot sol vivant. Merci Benoît. Donc il y a plusieurs questions autour du temps de travail. Est-ce que le fait de passer en système agroécologique entraîne beaucoup d'augmentation de temps de travail et de pénibilité également? Et peut-être en lien avec les agroéquipements, est-ce qu'il y a des agroéquipements aujourd'hui qui favorisent la transition agroécologique ou des agroéquipements qui manquent? Oui, alors le fait moi, ce que j'ai voulu, disons, j'avais une production viticole et j'ai pas voulu perdre en volume. Donc, le fait d'intégrer l'arbre dans le rang de vigne, ça fait repenser de nombreux paramètres de culture. Et le truc, c'est qu'il faut voir qu'à chaque problème, il faut trouver sa solution. Et souvent, toutes les solutions que j'ai pu mettre en œuvre, aujourd'hui, je l'applique sur la majorité du vignoble, même s'il n'y a pas d'arbre. Donc, ça va d'un simple taille électrique. Aujourd'hui, on a des outils électroportatifs qui me permettent de faire certains travaux que je ne pouvais plus faire avec le tracteur. Voilà, c'est peut-être, on marche peut-être, mais on ne perd pas forcément beaucoup de temps, vraiment. Il n'y a pas de panne, c'est du matériel qui ne coûte pas forcément très cher. Et ensuite, je suis passé aussi au tressage et je me suis petit à petit adapté au tressage des rameaux. Et plus les années passent, plus j'étends la méthode sur l'ensemble des parcelles, puisque ce n'est pas insurmontable, vraiment. Donc voilà, je trouve des petites alternatives comme ça. Et le fait de ne pas tondre, par exemple, tout de suite, on gagne du temps, hein, parce que le temps de passer sur un tracteur à tondre, il n'est pas anodin dans l'année. Hein. Après, bien sûr, vous allez dire, mince, il y a des grandes herbes au milieu des vignes, c'est pas possible de marcher. Mais tout simplement, une petite barre devant le tracteur qui couche l'herbe à chaque fois qu'on passe pour le traitement ou pour autre chose. Et cette herbe, elle est régulièrement couchée et elle ne gêne pas forcément au déplacement. Voilà. Vous aurez toujours, bien sûr, quelques herbes récalcitrantes, hein, ça, je ne le cache pas. Voilà. Et en termes de rendement et de revenus, est-ce que la transition a un coût ou est-ce que finalement c'est compensé? Non, au niveau rendement, il n'y a pas disons, il n'y a pas de changement en soi. L'arbre la vigne a toujours coévolué avec l'arbre. Hein. Donc, au contraire, je pense que dans les années à venir, puisque les arbres, un certain nombre, il y en a qui ont bientôt 10 ans, mais la majorité sont jeunes, donc on a encore besoin de temps pour pouvoir conclure là-dessus. Mais je pense qu'au contraire, disons, les vignes à proximité de l'arbre sont dans de meilleures dispositions. On le voit de la façon dont elles se développent. Elles ont vraiment un développement qui est différent. Et je suis optimiste pour l'avenir, pour ces pieds-là, qui sont à proximité des arbres. Après, au niveau, après c'est le problème bio, hein, bien sûr, quand vous avez un accident de traitement, vous êtes en bio, vous n'avez rien pour vous rattraper. Hein. Donc, je n'écarte pas l'accident de traitement phytosanitaire, hein, évidemment. Mais ça, bio ou disons, en agroécologie ou
ou pas, voilà, on est toujours tenu au même problème. Ensuite, il y a beaucoup de questions, enfin, plusieurs questions autour de la généralisation de l'agroécologie. D'une part, sur les différents vignobles, est-ce que, peut-être là des questions pour Francis et Jean-Philippe, sur les différents vignobles de France, est-ce que les démarches agroécologiques sont aussi avancées les unes que les autres? Il y a un témoignage autour du vignoble bourguignon où les petites parcelles, les petites exploitations, du coup des problèmes de gestion territoriale des démarches agroécologiques existent. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Moi, je pense que déjà sur la première question, j'en ai relevé quelques-unes aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas de développer en gros les méthodes agroécologiques dans tous les vignobles? Ma réponse, c'est oui. Le truc, c'est que par contre, il y a des adaptations nécessaires à chaque vignoble, voire même au niveau de chacune des exploitations. Les contraintes sont différentes si on est dans l'ouest ou dans le sud. Alors effectivement, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le développement de la démarche agroécologique, j'évite de parler de pratique parce que ça va largement au-delà de ça, est encore un peu débutante à quelque part, et qu'effectivement, ce n'est que par l'expérience, là aussi en réponse à quelques questions de viticulteurs comme Benoît, que la démarche risque à se propager effectivement sur le terrain. Mais en revanche, il n'y a pas forcément de contre-indication du tout. Bon, le vignoble bourguignon, effectivement, est très différent avec les différentes petites parcelles. C'est moins pratique probablement, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'il est possible de faire et on peut, à mon avis, avancer sur ce terrain, étant donné qu'en termes de rentabilité, on a pu montrer qu'effectivement, on avait des performances qui étaient tout à fait intéressantes, voire même supérieures. Si tu veux compléter, Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu veux compléter ou... Oui, en 2 minutes, je pense qu'il y a aujourd'hui 2 grands challenges pour nos différents vignobles. Il y a les vignobles sous climat méditerranéen, mais ça dépasse le cadre du sud-est de la France, à l'international. Il faut imaginer une viticulture qui soit celle qu'on a connue depuis 7000 ans, c'est-à-dire une viticulture sans irrigation. La problématique de l'eau est un enjeu majeur. On n'en a pas trop parlé, je l'ai évoqué juste dans le diaporama sur les enseignements. Les vignobles sous climat méditerranéen, où qu'ils soient dans le monde, auront à faire face à cet enjeu. Revenir à une viticulture raisonnable, où notre système de production se suffit pour produire du vin sans irriguer. On a connu 7000 ans de viticulture sans irrigation. On est capable de le mettre en œuvre aujourd'hui, encore au XXIe siècle. Le deuxième challenge, c'est pour les vignobles, je dirais, sous climat océanique ou septentrionaux, où la viticulture est vraiment en limite climatique de production parce qu'elle est exposée aux précipitations annuelles fortes. Sous ces climats, avec le réchauffement climatique que nous connaissons, l'été devient une serre subtropicale où les cryptogames se régalent. Donc, il va falloir, dans ces conditions environnementales nouvelles ou accentuées, faire en sorte que notre vigne soit moins sensible à ces pathogènes. Voilà les 2 grands challenges et voilà les particularités, à mon sens, régionales qui sont essentiellement climatiques. Ok, merci. Peut-être on arrive bientôt à la fin. Pour les enseignants en particulier, est-ce qu'aujourd'hui il y a des références scientifiques sur l'agroforesterie en système viticole ou est-ce que pour l'instant c'est que des expériences de pratique? Alors, à ma connaissance, il n'existe que des expérimentations, des études de réseau, de pratique, dont Benoît Vinet fait partie avec son exploitation, mais il y en a dans les Côtes de Gascogne, en Gironde, en Val-de-Loire, mais je ne connais pas aujourd'hui d'outils scientifiques utilisables par les viticulteurs, mais je n'ai pas tout lu.
Peut-être que quelqu'un… Benoît, peut-être? Oui, en effet, il y a plein d'écrits. Aujourd'hui, il y a des brochures qui peuvent exister, hein, oui. mais rien d'officiel. Non. Et en même temps, on n'est pas sur la même échelle de temps, hein. C'est là-dessus où j'aimerais insister, dans le sens où l'agroforesterie, l'arbre, il faut du temps. On a aujourd'hui l'habitude d'avoir tout de suite. Donc là, oui, en effet, c'est un pari sur le long terme, mais c'est un pari à prendre maintenant, parce que c'est pas en attendant on voit très bien que le changement climatique est là, il est présent, il est en action, et si on veut absolument garder nos vignobles, je pense que l'agroforesterie doit faire partie de ce changement. Voilà. Avec des arbres ou sans arbres dans la vigne, hein, bien sûr, mais au moins à proximité qui vont briser les vents, qui vont ralentir les vents, qui ont tendance un peu à sécher nos vignobles l'été. Oui, Jean-Philippe, et puis j'ai une dernière petite question. Une remarque sur le pas de temps. On a quand même le domaine de Restinclière, hein, dans le sud-est, entre Montpellier et Nîmes, si vous voulez, où on a quasiment, je pense, 25 ans de recul sur l'agroforesterie en modèle viticole. À l'époque, William Trambouze travaillait et publiait ses résultats. Je ne sais pas aujourd'hui qui a pris le relais, mais je pense que ça serait très intéressant qu'on puisse savoir. C'est Christian Duprat. Christian Duprat, l'INRAE de Montpellier. La question dernière, pour terminer, il nous reste plus qu'une minute. Comment on valorise le vin agroécologique par rapport au vin biologique? Nous, on communique. Communication, aujourd'hui, il n'y a pas de certification ou de label. Est-ce qu'il en faut un de plus? Aujourd'hui, on est tellement envahi par les labels, je ne suis pas sûr. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour les consommateurs, on est dans le vrai, et ça leur plaît, et on passe actuellement cette période un peu difficile pour nous tous. Nous, on la passe plutôt facilement, parce qu'on a voilà, les consommateurs pensent qu'on est dans le vrai et ça leur plaît, et puis ils peuvent venir. Voilà, c'est visuel, c'est sûr. Merci. Donc, on voit bien qu'on n'avait pas besoin de répondre à la question du volet social dans l'agroécologie. Il est tout le temps présent. On ne peut pas prendre. Donc, on avait plus de 50 questions. Donc, j'ai globalement essayé de synthétiser, mais malheureusement, je prie d'excuser ceux qui ont le sentiment qu'on n'a pas bien répondu. On reverra si on peut répondre après en direct. En tout cas, merci aux intervenants, merci aux 150 participants. Et on arrête à l'heure pour pouvoir faire en sorte que chacun ait suivi l'ensemble de ce webinaire. Donc, merci à tous les trois, merci aux participants, et à la semaine prochaine où on parlera d'agriculture de précision. À bientôt. Merci. Au revoir.